Je suis très content d'être ici au salon des actionnaires pour pouvoir présenter Eutelsat. Moi, je suis directeur d'innovation. Je commencerai pour expliquer qu'est-ce qui fait le directeur d'innovation à Eutelsat. Donc, je fais un beau métier. C'est un métier intéressant. C'est un métier où les défis sont tous les jours. Parce qu'il faut être capable imaginer bien, évaluer si ça vaut la peine de développer quelque chose et puis le transformer en quelque chose qui fonctionne, qui marche et quelque chose qui génère de la valeur pour nos clients et pour nos actionnaires. Donc c'est un triple exercice parce qu'il y a les clients à nous, les diffuseurs, les compagnies de télécommunications, etc. et les clients finaux, vous-même, à la maison, qui vous recevez la télé, qui vous accédez à un service, etc. Et les actionnaires de l'autre côté. Donc c'est un exercice où il y a 3 piliers pour monter tout ça. Et ces 3 piliers-là sont notre matrice de fond qui, disons, nous sert pour évaluer et voir si toutes les idées qu'on peut avoir et qu'on pourrait mettre en place ont du sens ou pas. Alors, comme Léonard a dit, je commencerai par la partie un peu didactique sur qu'est-ce que c'est un satellite, qu'est-ce qui fait un satellite. Et je préfère être avec vous parce que je suis italien, donc il a été dit... comment ça marche, oui. Et donc, j'aime bien bouger. Je n'arrive pas à être 1 heure assis là, comme ça ne fait pas partie de mon style. Donc, le satellite. Alors, l'orbite géostationnaire, c'est une invention très récente. L'orbite géostationnaire a été inventée par un écrivain de science fiction, de science-fiction. Je cherchais le mot en français. Et Arthur Clarke, qui en 1945 écrit une pièce dans laquelle il imagine que un corps peut rester en équilibre en orbite autour de la Terre dans une zone où la force qui l'amènerait vers la Terre, la force gravitationnelle qui nous fait tomber par terre, et la force centrifuge qui nous éloignerait de la Terre s'équilibrent. Et dit à cet endroit-là, si je mets une pierre, ça devrait rester là où il se trouve. Et à partir de là, il imagine la possibilité de mettre un émetteur là-haut et pouvoir faire ce qu'on faisait déjà à Terre, les réémetteurs terrestres, les systèmes comme TDF, disons, de transmission terrestre, mais le mettre à 36 000 km. Et à partir de 36 000 km, vous voyez un tiers de la Terre, parce que vous êtes très éloigné. Donc, ça suffit de 3 satellites à 3 endroits espacés de 120 degrés pour voir toute la Terre, au moins du point de vue géométrique. Après, vous verrez tout à l'heure qu'on réduit les couvertures pour servir les zones qui nous intéressent, les terres, des pays spécifiques et ainsi de suite. Alors, donc les satellites sont positionnés dans des positions orbitales. Dans cette orbite géostationnaire à 36 000 km, c'est la zone où les 2 forces s'équilibrent et la zone où tous les satellites sont positionnés. Alors, pour vous donner une idée disons, optique de qu'est-ce que ça donne, ça c'est la Terre, ça c'est l'orbite à 36 000 km, et tous ces petits points-là que vous voyez, c'est les satellites géostationnaires qui sont en orbite. Mais il faut quand même se dire que la distance entre 2 points-là, c'est dans l'ordre de 2 ou 3 degrés, et on parle de distance de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres entre 2 points-là comme ça. Et les satellites se déplacent en orbite géostationnaire. Chaque satellite reste dans une boîte, nous on le garde dans une boîte qui fait 75 km de côté. Donc imaginez le satellite est une boîte qui a un côté, un cube qui a un côté de 2 à 4 mètres comme taille, et 2 panneaux solaires qui font 40 mètres d'envergure. Et tout ça, c'est à l'intérieur d'une plus grosse boîte de 75 km de côté. Donc, il y a la place. C'est pour ça qu'à certaines positions orbitales, vous en voyez 2, 3, 4, même 6 parfois. Parce qu'en coordonnant le mouvement, vous pouvez garder dans la même position orbitale plusieurs satellites qui se trouvent apparemment au même endroit, disons, dans une raffiguration si succincte que celle-là. Alors, quelle est la caractéristique du satellite géostationnaire? La caractéristique, c'est que vous êtes stationnaire par rapport à la Terre. Donc, ça tourne avec la Terre de façon synchrone. Donc, si je pointe une antenne dans une direction d'un satellite spécifique, il sera toujours là, le satellite. Donc, il n'y a pas besoin de le suivre. Par opposition à ça, il y a des satellites en orbite basse,
donc qui défilent, et il faut des antennes qui les suivent pendant qu'ils passent. C'est les satellites, par exemple, d'observation de la Terre, c'est des satellites à défilement. Il faut les suivre sur les orbites polaires, par exemple. Alors, maintenant, un satellite, il faut le construire. Pour construire un satellite, on met environ une trentaine de mois. C'est compliqué, c'est quelque chose de très délicat. Vous devez considérer que le satellite est dans le vide. Il va être lancé dans le vide et surtout, on ne peut pas aller le réparer. À 36 000 km, on ne peut pas mettre une échelle et aller là-haut et réparer quelque chose qui ne marchait pas. Donc, il faut être certain que quand on le met là-haut, il va marcher pendant 15 ans, 20 ans. Donc, on ne peut pas se tromper et en plus, on met des morceaux en plus et la possibilité de commuter d'un bloc à un autre au cas où il y aurait une panne sur le satellite. Donc c'est un dessin très compliqué et c'est un dessin très soigné. Et surtout, il y a une série de tests avant de l'envoyer extrêmement complexes et extrêmement en profondeur pour être certain que le satellite va en orbite et qu'il fonctionne bien. Alors, notre expertise, nos 30 ans d'expérience dans ce domaine-là sont principalement dans ce domaine-là. Nous, on est bon à dessiner et à faire construire des satellites qui sont fiables. C'est notre richesse et c'est votre richesse, dans le sens que plus le satellite a une durée de vie longue sans accidents, plus il génère de l'argent et plus c'est utile pour faire des services. Donc typiquement, les constructeurs de satellites, nous, on fait le dessin, mais après, on confie la construction à une tierce partie. C'est IADS Astrium, c'est Thales Alenia Space, Space System Loral, les constructeurs de satellites dans le monde. Il y en a plusieurs, les gros sont 4 ou 5. Après, il y en a des moyens et après, il y a des tout petits constructeurs. Mais les gros, vous les voyez là, c'est les gens où on achète nos satellites. Alors, voilà à quoi ça ressemble un satellite. Ces gros disques là, c'est des antennes. Donc, ça sert à focaliser la puissance vers la Terre. Les antennes, vous devez les imaginer comme des oreilles. Plus l'antenne est grande, plus elle est capable d'écouter le signal qui vient de la Terre. Plus l'antenne est petite, plus il faut crier fort à partir de la station de Terre pour que le satellite nous écoute. Et pareillement à Terre. Si vous voyez une antenne petite, l'antenne petite est un peu sourde. Donc il faut avoir la puissance pour y arriver à partir du satellite. Et n'oubliez pas qu'on est à 36 000 km de distance. Donc il faut quand même de la puissance pour pouvoir le faire. Et voilà une deuxième image. Ça, c'est le satellite quand il est prêt pour être lancé. Et là, c'est le lanceur. C'est la fusée où le satellite va être lancé en orbite. Alors, lancer le satellite parce que pour arriver à 36 000 km, comme j'ai dit, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas d'ascenseur non plus. Alors là, je peux raconter une autre histoire. En 1976, le même Arthur Clarke, il a écrit un autre article, un bouquin en fait, dans lequel il a prévu le développement de l'ascenseur spatial. C'est un ascenseur qui vous accrochez à l'équateur, vous mettez un câble de 72 000 km qui a le point central dans l'orbite géostationnaire, vous mettez un ascenseur, vous montez les pièces là-haut et théoriquement, par les lois de la physique, on pourrait pouvoir faire ça. Alors, il y a des gens qui étudient ça depuis plusieurs années. On n'y est pas encore. C'est une question de matériaux. En fait, le câble de 72 000 km, il doit supporter une force tellement importante qu'on est encore en train de chercher le matériel suffisamment peu cher et capable de pouvoir faire l'ascenseur spatial. Donc, on ne l'a pas encore. Il faut utiliser les lanceurs qui sont des instruments très délicats et qui vont contre la force de gravité de façon frontale, parce que vous partez et vous allez tout droit contre l'accélération de gravité qui vous amènerait vers le bas. L'idée de l'ascenseur, c'est qu'il monterait comme un ascenseur chez vous, sans avoir besoin de toute la poussée forte au démarrage. Donc on verra peut-être dans 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, qui est-ce qui va inventer ça. Alors, autre chose, je vous ai montré les antennes sur le satellite, donc il faut à terre pouvoir communiquer avec le satellite. Et on communique à partir des téléports. Les téléports, c'est des points d'interconnexion entre
les satellites et les réseaux terrestres. À terre, vous avez les fibres, vous avez les câbles, vous avez les faisceaux hertziens. Il faut pouvoir faire en sorte que le signal qui arrive par satellite, après, soit envoyé, par exemple, vers un studio de télévision, vers votre maison. Donc, il faut un point où il y a des grosses antennes qui reçoivent et qui font arriver le signal vers le réseau terrestre. Ou des points où on amène le signal et il est envoyé vers le satellite. Parce qu'il y a aussi la réception directe à la maison, le direct to home. Donc, la possibilité de recevoir directement avec votre parabole sous le toit. Là, on va dans l'autre sens. La station de télévision envoie son signal vers le téléport l'envoie avec une grosse antenne vers le satellite et le satellite la renvoie sur toute l'Europe, par exemple, ou avec une chaîne de télé, plusieurs chaînes de télé, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, on parle de Rambouillet parce que c'est à côté, c'est notre plus gros téléport. Il y a une centaine d'employés désormais aujourd'hui, ça c'était l'année dernière. Il y a 200 antennes et on a un terrain d'une dizaine d'hectares très sécurisé et on a deux choses. Alors là, c'est les choses typiques, les acronymes impossibles à comprendre, mais ça, on a l'habitude de vivre dans les acronymes. Alors, le CSC, c'est le centre de contrôle du trafic. Ça sert à éviter que deux utilisateurs qui accèdent au satellite essaient d'accéder à la même fréquence, au même canal, à la même ressource en orbite. Donc, il faut faire en sorte que chacun aille exactement là où il doit aller. Donc, quand on met une émission vers le satellite, il faut que le système se mette en contact avec le centre de contrôle. Le centre de contrôle lui assigne une bande, une fréquence, une ressource, et qu'il soit seulement celle-là pour la durée de temps qui lui a été allouée. Et ça, c'est le centre de contrôle du trafic. Et le SCC, c'est le centre de contrôle des satellites, par contre. Là, c'est toutes les télécommandes. Vous devez imaginer comme un jeu, presque, ce n'est pas avec un joystick au contrôle, mais on a toute la façon de pouvoir contrôler le satellite en orbite avec des télécommandes. Donc, on arrive à dire au satellite, ouvre ce canal-là, ferme cet autre canal, augmente la puissance, réduit la puissance, et c'est à travers des consoles, et ça, c'est donc le centre de contrôle des satellites. Il y a après des autres choses que je vous dirai peut-être tout à l'heure, la salle LEOP, la salle IoT, le service IoT. Ça sert seulement quand on lance le satellite. C'est un moment critique, donc il faut suivre le satellite et lui donner des impulsions, des commandes spéciales. Et là, c'est là où il rentre en jeu cette partie du centre de contrôle. Alors, ça ressemble à ça. C'est comme des grosses antennes maison, mais beaucoup plus grandes. Cette antenne-là, par exemple, elle fait 18 mètres de diamètre. Les antennes plus petites là, elles font dans l'ordre de 4 mètres de diamètre, mais sont en premier plan, évidemment. Et c'est une vue du téléport de Rambouillet. Alors, évidemment, on a dit les lanceurs. Les lanceurs, évidemment, Ariane. On utilise beaucoup Ariane, mais on utilise aussi des autres lanceurs. Pourquoi? Pour une très simple raison, il faut garder les prix raisonnables. Si vous fiez toujours au même lanceur, vous avez certainement un bon service, je ne dis pas le contraire, mais les prix spontanément montent. Et c'est comme quand vous êtes assuré, si vous ne vous souciez pas de gueuler un peu auprès de l'assureur, lui, chaque année, il va vous mettre 5%. Et au bout de 10 ans, vous payez le double. Et vous ne savez pas pourquoi. Donc, il faut faire gaffe à cette partie-là. Quand je suis arrivé à Eutelsat, il y a 23 ans, il y avait le grand scandale. On avait, pour la première fois, signé un contrat avec Atlas, un lanceur américain. On a lancé jusque-là seulement avec l'Ariane. Donc, c'était l'offense nationale, mais les prix d'Ariane ont baissé 25% après. Donc, ce n'était pas complètement inutile. Et d'ailleurs, on a toujours continué. Donc, Ariane, on est très content d'Ariane, des performances magnifiques, mais il faut la concurrence. Donc, on utilise Ariane, on utilise Proton à partir du téléport de Baïkonour. On a utilisé une fois Long March, le lanceur chinois, il n'y a pas très longtemps. Et on utilise aussi Sea Launch. Sea Launch est un lanceur un peu spécial, c'est une plateforme dans l'océan Pacifique. Et j'en parle tout simplement pour dire une chose, c'est le fait qu'on essaie toujours de lancer le plus proche possible de l'équateur.
parce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais l'orbite géostationnaire est une orbite équatoriale. Donc, pour dépenser le minimum d'énergie pour aller en orbite, il faut lancer à partir de l'équateur, le plus possible. Parce que si vous lancez à une certaine distance de l'équateur, il faut de l'énergie pour ramener le satellite vers l'équateur. Donc, vous perdez un peu d'énergie. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est important de ne pas perdre l'énergie. Donc, Sea Launch est une plateforme au niveau de l'équateur, plus ou moins, dans l'océan Pacifique, autant que Ariane est au niveau de l'équateur, mais sur les terres en Amérique du Sud. Donc, là, il défile tout seul, oui, c'est bien. Alors, comment on accède avec le lanceur dans le ciel ? Alors ça, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de l'expliquer de façon la plus simple possible. Alors, il y a le lanceur. Vous mettez cette boîte pliée, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans la tête du lanceur, une espèce de capsule de protection, et le lanceur est allumé et il part. Alors, le lanceur, tout d'abord, il va faire une trajectoire pour injecter le satellite en orbite circulaire. Donc le satellite va d'abord être mis dans une orbite à quelques centaines de kilomètres autour de la Terre, circulaire. Rappelons-nous qu'il faut monter à 36 000 kilomètres. Alors sur le satellite, à bord du satellite, il y a un moteur, ça s'appelle moteur d'apogée. Donc il a la capacité de se déplacer. Et ce moteur-là, il prend la moitié du poids, souvent, du satellite. Parce qu'il y a tout l'ergol, l'essence du satellite, qui sert à le faire passer l'orbite à 200 km à l'orbite à 36 000 km. Pour faire simple, vous lancez, vous allez en orbite circulaire, et puis par des allumages successifs de ce moteur-là, vous transformez l'orbite circulaire dans une orbite elliptique qui a 200 km de périgée et 36 000 km d'apogée. Et puis vous allumez encore une fois et tac, vous bloquez à 36 000 km et il commence à tourner en synchrone avec la Terre. Alors tout ça coûte. Ça coûte beaucoup d'ergol, beaucoup d'énergie. Et donc l'injection en orbite dans une bonne position par rapport à l'équateur, dans la bonne orbite, etc., ça vous amène des années de vie en plus. Donc dernièrement, par exemple, en lançant des satellites, une fois qu'on a fait les calculs, donc on a mesuré combien d'ergols étaient restés dans les réservoirs, on a pu calculer qu'à la place d'avoir 15 ans de vie, on pouvait en avoir 18, 20. Parce qu'on avait injecté tellement bien en orbite qu'on avait gagné des années de vie derrière. Alors il faut savoir que le même carburant est utilisé aussi pour garder le satellite stable dans sa position, dans la fameuse boîte de 75 km que je disais tout à l'heure. Cette boîte-là, il faut rester à l'intérieur parce que les antennes doivent rester pointées toujours au même endroit. Mais tous les 15 jours, on allume et on coupe le moteur pour pouvoir le garder toujours dans cette position. Alors, je pense que tout ça, je l'ai déjà expliqué, donc je vais le passer. Une chose que je voudrais vous dire, c'est juste pour parler de l'actualité. On fait, comme je vous ai dit, des manœuvres toutes les 2 semaines pour garder dans la boîte, mais ça c'est avec les systèmes de propulsion chimique, à l'ergol, au carburant, comme notre voiture. Alors, il y a une deuxième catégorie de propulsion, c'est la propulsion électrique. Alors, nous avons commencé à faire de la propulsion électrique avec un satellite qu'on a fait construire en Russie il y a déjà longtemps, il y a, je pense, une quinzaine d'années au moins. La propulsion électrique permet de faire la même chose que la propulsion chimique pour garder à poste le satellite. Et alors, on a pu le faire parce que le système Proton, le lanceur russe, à la place de vous lâcher à 200 km, il a un 4e stade qui vous amène jusqu'à 36 000 km. Donc, il n'y avait pas besoin de mettre le réservoir avec l'ergol pour vous amener jusqu'à haut. Et donc, il vous amène à 36 000 et vous avez seulement besoin de faire z pour vous garder sur place. Et dans cette époque-là, le petit moteur, par contre, il n'a pas beaucoup de poussée. Il faut l'allumer tous les 10 minutes. Et c'est une poussée minuscule électrique, c'est ion propulsion, c'est des ions.
c'est des particules qui permettent de garder le satellite à poste. Alors, plus récemment, on vient d'annoncer qu'on prend le contrôle de SatMex. SatMex, dans sa ligne de satellites qui sont en construction actuellement, il a 2 satellites avec propulsion électrique complète. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même s'il est injecté à 200 km, il monte de 200 km à l'orbite géostationnaire à l'électrique. Donc, à la place de monter, par contre, en quelques heures ou en quelques jours, il mettra quelques mois. Quel est l'avantage? L'avantage est que vous déchargez le gros réservoir sur le satellite et le moteur d'apogée et tout ça, et vous mettez un moteur électrique. Donc, on passe à l'électrique aussi sur les satellites. Oh, il y a des avantages, des désavantages. Le débat, aujourd'hui, au niveau technique, est dans le plan des discussions. Mais en termes économiques, il y a un avantage. Donc, vous payez un léger retard à la mise en orbite. Aujourd'hui, 4-6 mois, c'est par là. Mais vous avez l'énorme avantage d'envoyer les 2/3 du poids à la place d'envoyer le total du poids. Donc, c'est quelque chose qui viendra plus loin. Alors, là, c'est le satellite. Je vais juste vous donner des idées, juste pour situer où se trouvent les différentes pièces. Alors, je vous ai parlé du réservoir. Voilà, donc ça, le réservoir est à l'intérieur de la structure du bus. Ça s'appelle donc la boîte. Au centre de la boîte, il y a le réservoir. Les tuyères de maintien à poste, donc c'est le zzz, je vous ai dit tout à l'heure, c'est les petits coups de moteur pour garder le satellite dans la boîte de 75 km. Les batteries rechargeables, très important, parce que j'ai dit on est synchrone de la Terre. Donc la nuit, c'est nuit. Il y a l'ombre sur le satellite aussi. Donc il faut que le satellite soit allumé. Les satellites, il y a 30 ans, la nuit, ils coupaient. Donc il y avait un moment dans la nuit où, paf, il n'y avait pas de signal parce qu'il n'y avait pas de batterie. Après, ils ont mis les batteries, donc on a continué avec. Les roues d'inertie. Les roues d'inertie, c'est des gyroscopes et des grosses masses qui circulent pour stabiliser le satellite. Ça sert quand on est en orbite inclinée. C'est un peu trop compliqué. Ça, je vais le passer comme détail. Alors, les antennes, évidemment, déployables, on peut les ouvrir. Il y a des antennes aussi pointables. Avec des moteurs, on peut décider de changer de zone de couverture à partir de la Terre et en fonction des besoins commerciaux, des besoins opérationnels. Les panneaux solaires, évidemment, très important, c'est la vie du satellite. D'ailleurs, c'est la chose qui nous permet de dire qu'on est très écologique, parce qu'une fois qu'on a lancé le satellite en orbite, pendant 15 ans, lui, il vit avec les moyens du bord. Il n'y a pas besoin de consommer l'essence ou quelque chose. Il n'y a pas besoin d'allumer des réseaux à terre qui consomment des gigawatts et des gigawatts de puissance pour faire du broadcast. Le satellite est le système de broadcast le moins cher du monde, mais pas parce qu'on l'a décidé nous, c'est parce qu'il a décidé le bon Dieu. C'est les lois de la physique, heureusement, on ne peut pas les changer. Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ah, les surfaces radiatives, une chose importante, il faut savoir que le satellite est dans un environnement extrêmement difficile. C'est le vide. Tout composant doit être complètement exempté de particules d'air. Si vous envoyez à bord une résistance avec une petite bulle d'air à l'intérieur, il explose. Donc il faut que tous les composants soient parfaits. Et 2, il y a des sauts de température énormes. Parce que du fait qu'il y a le vide, quand le satellite regarde le Soleil, la face qui regarde le Soleil, elle est à 150-200 degrés. La face qui ne voit pas le Soleil, de l'autre côté, elle est à moins 150, moins 200 degrés. Donc il y a une distorsion possible à l'intérieur. Et je vais vous raconter une histoire. Les antennes, la surface de l'antenne qui regarde le Soleil subit une distorsion. Et surtout, la première fois qu'elle est ouverte, elle subit la première distorsion sur laquelle elle va se fixer après par hystérise élastique. Les constructeurs espagnols qui ont fait le premier Hispasat, le Hispasat 1, ils n'avaient pas bien calculé cette distorsion-là. Donc, une fois qu'ils ont lancé le satellite, ils ont ouvert l'antenne. L'antenne, à la place de pointer sur Madrid, pointait sur Amsterdam. Donc, ça a été une belle surprise. Donc, on ne peut pas jouer avec les lois de la physique, ça c'est clair. Bon, là, il y a une autre slide qui était dans le set de slides, donc je l'ai laissé. Ça, c'est un peu plus compliqué. C'est comment il marche un répéteur à bord. Qu'est-ce que c'est un répéteur? En fait, vous envoyez des signaux
par la Terre, vous les envoyez sur le satellite. Le satellite les reçoit avec une antenne, il les filtre, il les réamplifie et les renvoie vers la Terre. Ça, c'est la base de nos satellites. C'est un domaine dans lequel, sur le principe de base, on n'a pas beaucoup innové. On l'appelle le satellite transparent. On ne touche pas au contenu qui traverse. Pourquoi? Parce que sur 15 ans, sur 20 ans, vous pouvez changer votre signal à terre autant de fois que vous voulez et le satellite il le fait passer de façon transparente. Si vous mettez de l'intelligence à bord, vous pouvez faire mieux, vous pouvez gérer le système mieux, mais vous vous liez main et pied. Donc l'innovation là, on essaie de la faire prudemment. Quand est-ce qu'il a du sens de faire l'innovation là? Quand vous avez vraiment besoin de l'information à bord. Quand vous avez besoin de commuter le trafic directement à bord. Alors là, je pourrais rentrer dans un discours plus compliqué, mais pour vous donner une idée, quand on commence à faire des systèmes multispot avec beaucoup de réutilisation de fréquences à terre, il faut démultiplier le nombre de gateways à terre et ça commence à coûter trop cher. Donc il vaut mieux mettre une intelligence à bord qui fait la centrale téléphonique, qui fait le routeur, le Cisco in the sky. Et là, c'est le moment où vous gagnez vraiment à mettre l'onboard processing. On y est presque, mais pas encore. Parce qu'il faut être fiable, il faut quelque chose qui soit vraiment capable de vivre sur 15 ans et avoir une flexibilité dans le temps. On va y arriver, peut-être, mais c'est pas très loin. Je vais boire juste là, parce que sinon, la langue n'arrive plus à fonctionner. Alors, ça c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble un satellite à l'intérieur. Donc imaginez là, il y a le réservoir avec le moteur d'apogée derrière, et ça c'est l'intérieur, c'est tous les câbles qu'il y a à l'intérieur, toutes les connexions. Donc c'est un travail où il ne faut pas se tromper, et c'est pour ça que ça dure très longtemps, parce qu'il y a beaucoup d'interventions humaines, il y a beaucoup de, je dirais, d'artisanat. Il faut de très bons artisans pour faire un satellite. Alors là, je vais juste toucher ça parce que c'est un discours assez long, mais vous avez certainement entendu parler de différentes bandes de fréquences. Il y a la bande C, la bande KU, la bande KA. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste des fréquences différentes. Et historiquement, c'est des fréquences qui ont été utilisées progressivement. Il y avait d'abord la bande C, c'est la 4-6 GHz, qui a été la première à être utilisée pour une très simple raison. Les équipements de l'époque arrivaient à générer des signaux facilement à ces fréquences-là. Et en plus, la pluie ne les gênait pas du tout. Donc, c'était les premières fréquences utilisées. Après, il y avait la bande X, qui n'est pas là parce que c'est militaire. Donc, nous, on ne l'utilise pas. Les satellites militaires utilisent la bande X. La bande KU, c'est notre bande avec laquelle on a commencé. 83, premier satellite KU en Europe, c'est notre richesse. Tout est là. C'est notre première ligne de terrain sur le front de mer. Le satellite, c'est un BTP. C'est des bâtiments construits sur le front de mer avec des appartements et des gens qui louent les appartements et des gens qui font du business à l'intérieur des appartements. Donc c'est rien d'autre que ça dans le fond. Mais à l'intérieur, il y a des trucs plus compliqués. Et la bande K, toute nouvelle, c'est la possibilité de concentrer beaucoup plus la puissance, pouvoir utiliser des antennes plus petites et faire des autres services. C'est le KASAT duquel vous avez entendu parler. Et c'est des satellites, dans tous les satellites nouveaux que nous lançons, souvent, il y a aussi la bande K. Et donc, c'est la nouvelle frontière. Un jour, peut-être, on va utiliser la bande Q, V. Tous ces noms-là viennent des radaristes de la Deuxième Guerre mondiale. C'était des acronymes qu'ils utilisaient pour identifier facilement les différentes fréquences. C'était des fréquences radar à l'époque. Bon, la couverture, à quoi ça ressemble la Terre vue par le satellite? Qu'est-ce qu'il couvre? Ça, c'est la couverture Hotbird, c'est notre position principale. C'est la zone qui est couverte par nos signaux. La puissance est plus dense au centre, elle s'éparpille plus loin. Et l'autre chose à remarquer, donc il faut des antennes, par exemple, ici dans le centre, entre 60-70 cm de diamètre. Quand vous êtes à Riyad, il faut plutôt mettre une antenne d'1,20 m pour pouvoir recevoir le signal. C'est l'histoire de l'oreille grande et petite, c'est l'histoire de la puissance qui est plus ou moins concentrée. Et l'autre chose importante à considérer, c'est l'angle d'élévation
quand vous êtes en géostationnaire et vous regardez la Terre, plus vous vous éloignez de la position géostationnaire sur laquelle vous vous trouvez, plus l'angle devient faible et donc vous voyez le satellite à l'horizon et à un certain moment il disparaît. Donc c'est aussi une chose importante dans la gestion des satellites. Alors, bon, là il y a un exemple de comment il marche typiquement les services. Là on parle de télévision par exemple, la capture des signaux de reportage dans les terrains de football par exemple. Il part par satellite avec une petite antenne sur une camionnette. Il va dans un premier satellite qui fait le relais professionnel. Il atterrit dans un téléport qu'il envoie à une régie centrale où le signal est travaillé. Il repart vers un autre satellite qui l'envoie directement sur les maisons ou sur les remetteurs terrestres de la TNT ou sur les réseaux câblés. Donc nous sommes au centre autant pour la production que pour la rediffusion. Donc ça, c'est notre gagne-pain, c'est 70% de notre chiffre d'affaires dans la télévision, pour une très simple raison. Nous avons un avantage imbattable. On émet une fois, et qu'on ait un client ou 100 millions de clients, ça paye une seule fois. Donc le coût marginal par l'utilisateur additionnel est de 0. Ça, il n'y a personne qui peut le faire, sauf nous. Donc ça, c'est l'avantage. Alors, en chiffres, parce que là, on est quand même dans la finance, donc il faut juste donner quelques chiffres. Après, on passera à l'innovation. Nous avons plus de 30 ans d'expérience. On a 31 satellites en orbite sans la partie SatMex, parce qu'on ne compte pas encore, c'est en cours d'agrégation. 7 satellites à lancer d'ici mi-2016. Ça, c'est notre mantra. Il faut continuellement remplacer le nouveau satellite et faire mieux et faire plus grand et faire plus d'efficacité dans les satellites que nous lançons. On couvre, aujourd'hui, on peut le dire, le monde entier avec nos satellites, le Pacifique, les Amériques, l'Europe, l'Asie, tout, l'Australie. On a un portefeuille diversifié de services, la vidéo, les données, le haut débit. Alors, le cœur de métier, 4600 chaînes de télé diffusées. Quand je suis arrivé à Eutelsat, on avait 12 chaînes. Ça fait une grosse différence sur 23 ans. Et 400 chaînes sont en HD. Ça, c'est très important pour nous parce que ça veut dire qu'ils prennent plus de place. Et dans le temps, l'HD va probablement remplacer la majorité des chaînes comme le numérique a remplacé l'analogique. Et puis, la Ultra HD, de laquelle je vous parlerai d'ici un instant, va remplacer à nouveau l'HD et c'est ainsi de suite, parce qu'il faut acheter de nouveaux postes de télé. Donc, tout ça, c'est la bataille entre les Sony, les Panasonic, etc. Et les Chinois maintenant, qui font les téléviseurs à pas cher. 780 collaborateurs d'origine de 30 pays, c'est notre diversité, c'est mon accent italien féroce, même si je suis là depuis 25 ans. C'est 1,284 milliard d'euros de chiffre d'affaires au 30 juin cette année, avec une croissance de 5,1% par rapport à l'année dernière. Et, comme on dit, presque sans transition, on passe à l'innovation. C'est mon domaine, donc je vais parler de l'innovation. Alors là, pour le coup, les slides sont en anglais parce que ça, c'est notre système interne. Nous, on parle et on écrit selon les besoins. Alors ça, c'est quelque chose qu'on utilise à plein d'endroits. Donc c'est la langue, l'espéranto, c'est l'anglais partout. Mais ça nous arrive, par exemple, à des réunions de parler entre italien et espagnol. Moi, je parle italien, eux, ils parlent espagnol, on se comprend très bien. Donc, c'est cette espèce de mélange un peu bizarre de différentes langues. Alors, l'innovation est un élément clé. Si on n'innove pas, on ne peut pas être compétitif. Ça, c'est d'une évidence claire. Mais dans le satellite et dans un monde compétitif dans lequel on se trouve, et vous le verrez tout à l'heure, le niveau de compétitivité, il faut le faire et il faut le faire tout le temps. Alors, c'est deux types d'innovation. Il y a l'innovation continue, où il faut s'améliorer tous les jours, tous les ans. Et puis, il y a les breaking points. Si on arrive à faire un saut d'innovation, là, c'est vraiment où on arrive à faire des gros résultats. Et je vous montrerai un exemple d'un très gros résultat. Alors, on innove pour avoir de nouveaux produits et de nouveaux services, d'un côté, donc à terre, vers les clients finaux, et on innove sur les satellites, évidemment,
pour améliorer les performances des satellites et pour avoir, disons, des retours plus importants à long terme. Et l'autre chose très importante, c'est qu'on travaille toujours étroitement en contact avec nos clients. C'est les clients qui nous disent et qui nous donnent le pouls du marché et qui nous disent où est-ce qu'on est en train d'aller, quelles sont leurs préoccupations, qu'est-ce qui les gêne. Et avec des instituts de recherche et des design shops, on les appelle, des endroits où on fait construire les prototypes. C'est pour voir et tester et montrer. Alors moi, je suis fortement partisan, à la place de faire beaucoup de présentations, c'est d'arriver et montrer quelque chose qui fonctionne aux clients. Là, je vais vous montrer le dernier prototype tout à l'heure, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est. Mais ça parle beaucoup plus d'un truc qui fonctionne que 3000 slides. Donc ça, c'est quelque chose qui coûte relativement cher parce qu'il faut faire plutôt que parler d'eux. Mais ça a toujours payé de montrer aux clients plutôt que expliquer aux clients. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais faire, disons, donner juste une idée de qu'est-ce qu'on a fait dans les derniers 20 ans en termes d'innovation, en partant par la première, la plus importante. En 1995, on a lancé le premier bouquet de télévision numérique dans un standard qui s'appelle DVB et qui existe encore aujourd'hui. DVB a 20 ans cette année. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est le moment où la télévision qui parlait plusieurs standards, il y avait le PAL, le SECAM, le NTSC, le MUSE, et je vous en laisse. Et puis dans chaque standard, il y avait 17 versions différentes. Chacun avait son petit mètre carré où il faisait son truc. Et il n'y avait pas d'économie d'échelle. 2, c'était le numérique. Là où on mettait une chaîne, on pouvait en mettre 8. Donc l'élasticité de la demande a explosé et nous a permis de passer de 12 chaînes quand je suis arrivé en 90 à 4600 chaînes aujourd'hui. Ça, c'était l'énorme rupture. Ça, c'était le moment où on a fait notre richesse. Pour le dire banalement, mais c'est le grand changement et c'est le résultat d'un groupe, j'étais entre les fondateurs de ce groupe-là, le DVB, qui 200 personnes sont assises ensemble, ils ont discuté violemment, hein, c'était des discussions animées, il y a eu des moments même presque de confrontation physique, mais à la fin on s'est mis d'accord et on a fait quelque chose qui est servi à tout le monde. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de récepteurs DVB dans le monde. Donc c'était un grand succès. C'est comme le GSM. La même chose, c'est cette capacité de se mettre ensemble et de faire une économie d'échelle. Ça a été une force. On l'a perdu un peu. Hein. On a perdu un peu la capacité d'être aussi propositif en Europe, comme on a été avec le GSM, avec le DVB au début. Il faudrait recommencer parce que ça a payé énormément. Après, le développement, nous, on a été, en tant qu'Eutelsat, j'ai commencé le mariage entre le DVB, le monde du broadcast, la diffusion, et l'IP, l'Internet. Sauf qu'on était en 95. Les gens me regardaient en disant « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Je disais « Mais l'Internet et la télévision, ils vont se marier. » Je dis « Oh oui, mais tu verras, il faudra énormément de temps. » Il a fallu plein de temps. Mais ça nous permet aujourd'hui d'avoir 17 ans, 18 ans d'expérience dans le domaine et de pouvoir proposer des services sur le marché avec toute l'expérience accumulée dans ces années-là, avec plein d'autres services. On a lancé le premier système Internet par satellite en 2000, le MP4 en 2001, 5-6 ans avant tous les autres, la première télé HDTV en 2001. Bon, je vous passe d'autres. Les services mobiles sur les avions, sur les bateaux, sur les trains, c'est quelque chose qu'on a développé énormément. C'est un autre endroit où on est unique. Si vous êtes au milieu de l'océan, il n'y a que nous qui pouvons connecter. Donc, que les satellites. Donc, c'est très important parce que ça durera pour très longtemps, pour toujours. La télévision connectée, on a commencé à y travailler en 2006. Vous verrez que c'est devenu maintenant la grande mode. La télévision mobile, la 4K Ultra HD, c'est la télévision au-delà de l'HD. C'est 4 fois la résolution de l'HD. C'est l'expérience immersive maximale dans la télé. C'est le mantra de tous les constructeurs de télé à partir d'aujourd'hui. Donc là, on les accompagne. Pourquoi? Tout simplement parce que ça remplit nos tuyaux et ça les remplit bien. Et c'est très compétitif de le faire par satellite par rapport à le faire par terrestre. Donc on le pousse et on le fera avec toute notre force, comme on a fait pour la télé par satellite, comme on a fait pour la HD et pour la Ultra HD. Et je viens de rentrer à l'IBC, on a présenté le Smart LMB. Jusqu'à aujourd'hui, les antennes que vous avez sous le toit, ils ont une tête qui reçoit seulement, qui écoute seulement.
mais qui n'est pas capable d'émettre. On vient d'introduire, et c'est ce prototype-là que je montre ici, un nouveau concept, c'est le Smart LNB. Alors ça, c'est un gros prototype parce que dedans, il y a plein de choses. La version réelle sera un tiers, un quart de ce volume-là. Et ça permet de recevoir et d'émettre. Donc de pouvoir avoir toutes les maisons connectées n'importe où vous serez dans le monde. Donc il n'y a pas besoin d'avoir votre connexion câble, mais vous pouvez être connecté directement par satellite. Alors ça sert évidemment à faire la télévision par satellite, à pouvoir acheter des événements, à pouvoir faire du on-demand, à pouvoir voter, à pouvoir envoyer un tweet, faire du social, faire tout ça. Mais ça sert aussi à gérer votre maison, à faire de la home automation ou de la e-health, la santé à la maison, le contrôle de la maison. Je vous fais juste un exemple banal, la sécurité à la maison. Vous mettez l'antenne sous le toit avec le LNB interactif, le Smart LNB, et vous avez automatiquement la possibilité de contrôler chez vous. Ouvrir la porte et la fermer s'il y a quelqu'un qui doit rentrer, contrôler la température, avoir votre système d'alarme. Alors pourquoi c'est intéressant? Vous l'avez déjà, le système d'alarme, vous me direz, avec l'Internet, avec le GPRS. Aujourd'hui, les voleurs sont devenus plus malins. Ils arrivent chez vous. Au même moment, ils coupent le fil d'Internet et ils allument le brouilleur de GSM. Et votre système d'alarme est mort. Vous n'avez ni l'un ni l'autre. Si vous avez l'antenne sous le toit qui fait ce système-là, en plus, je ne dis pas seul, même s'il y a quelqu'un qui va découvrir que vous avez un système d'émission là, il va tirer un coup de fusil sur l'antenne, il ne pourra pas le faire au même moment qu'il coupe le fil et qu'il allume le brouilleur. Donc il y a quelqu'un qui va envoyer l'alarme et dire « Attention, il y a quelque chose qui passe ». Pour dire qu'il faut intégrer les réseaux terrestres avec les autres réseaux satellitaires et autres pour avoir le maximum de résultats dans votre système. Alors, je pourrais parler de toutes ces innovations-là pendant longtemps. Je vais me concentrer sur le domaine plus important pour nous, le broadcast. 70%. Notre chiffre d'affaires, c'est important, c'est notre gagne-pain tous les jours. Alors, je l'ai expliqué déjà tout à l'heure, le système de contribution et redistribution. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là parce que je vais aussi laisser un peu de temps pour les questions. Donc, on a commencé dans les années 80, quand on faisait... le premier client qu'on a eu, c'était l'UR, l'Eurovision. Ils utilisaient nos satellites pour se passer les programmes les uns les autres et les redistribuer partout en Europe. On a après commencé avec la télévision par satellite et on avait la télévision analogique par satellite, le direct to home analogique. Un répéteur, une chaîne. 3,5 millions, 4 millions d'euros par an et par chaîne. Donc nombre de chaînes très limité. Il y avait France Télévisions, il y avait la RAI, il y avait la BBC, mais les petits ne pouvaient pas faire ça. C'est avec l'arrivée du DVB, donc du numérique, qui a permis de réduire le coût d'un facteur 8, que les petits ont pu rentrer et que les bouquets se sont créés et que la télévision par satellite s'est développée énormément. Et c'est les 4600 chaînes d'aujourd'hui, comme je dis tout à l'heure. Et ce passage-là, on l'a fait progressivement parce que ça, c'est un signal analogique. C'est très compliqué, c'est beaucoup de variations. On a commencé en mettant un signal numérique à côté de l'analogique et on émettait la même chose pour permettre aux deux récepteurs de fonctionner. Et puis on est passé derrière au tout numérique. Et tout ça s'est passé au milieu des années 90, comme je dis tout à l'heure. Et après, on a continué avec l'HDTV, avec la 3D. La 3D, on a été les premiers à émettre des chaînes en 3D, on les a encore plein. Il y a un petit problème technique sur la 3D, c'est l'histoire des lunettes. On n'arrive pas à faire une grosse percée. Ce n'est pas pour la transmission ou autre chose, c'est tout simplement parce que les lunettes gênent les utilisateurs. Donc il y a un nombre limité de gens qui aiment bien regarder ça. La 4K n'a pas ce problème-là parce que c'est la télévision traditionnelle, sauf avec une résolution tellement importante que vous avez une impression d'immersion. Et c'est le cas typique de toutes les nouvelles technologies que quand vous goûtez à ça, vous pouvez plus revenir en arrière. Parce que vous regarderez les autres images et vous direz, mais c'est quoi ça? C'est mauvais ça, je ne vais pas regarder ça, ce n'est pas la bonne résolution. Et donc, comme j'ai dit, l'arrivée de l'Ultra HD, on a lancé cette année la première chaîne en Ultra HD par satellite, et comme l'HD a fait sa croissance, celle-là aussi va la faire. Ça ne va pas être pour tout de suite, le vrai démarrage sera en 2016,
on est dans un endroit sportif là, donc on le comprend bien, c'est les Jeux Olympiques. Ils seront produits intégralement en numérique et c'est là que ça commencera. Vous vous rappelez certainement dans votre jeune âge que les Jeux Olympiques servaient toujours pour lancer une nouvelle technologie et là, rien n'a changé, c'est la même histoire. C'est là où on arrive à mobiliser tout ça. Alors, l'autre défi sur lequel on est, c'est la Connected TV. Comment, aujourd'hui, par satellite, on arrive à fournir, et je vous ai parlé du Smart LNB, les mêmes services que vous avez sur Internet en termes de télévision interactive par satellite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé une chose intéressante. Ça fait 20 ans qu'on parle de télévision interactive, nous les ingénieurs. On aurait pu la faire en 90. Mais il manquait une chose fondamentale. Il n'y avait rien pour pouvoir faire l'interactivité. S'il y avait la télécommande, mais si vous essayez d'écrire sur un écran avec une télécommande, au bout de 3 minutes, vous la jetez dans le mur et c'est fini. C'était comme le magnétoscope. Vous n'avez jamais essayé de programmer un magnétoscope, il fallait une patience énorme, et pas la 3e fois, mais la première fois, vous posez ça et vous disiez, bon, ça sera pour la prochaine vie. Et par contre, l'arrivée des tablettes, de l'iPad, ont fait une énorme révolution. Pour la première fois, on avait une grosse télécommande à partir de laquelle on pouvait finalement interagir, écrire, envoyer des messages, recevoir des messages. Le monde qui fait la convergence entre la télévision, les tablettes et notre vie à la maison, c'est le monde de l'IP, de l'Internet, qui a uni tout ça. Donc le satellite doit se mettre à parler la langue IP. Nous, on a commencé, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 1995. Donc, on est fluent, les Anglais diraient. On est capable de parler très bien cette langue-là. Et c'est pour ça qu'on s'est jeté dans l'idée, finalement, de la connectivité. Parce qu'aujourd'hui, il y a la demande. Donc, notre idée, c'est que tous les foyers, d'ici 10 ans, seront des foyers connectés par satellite avec la tête qui ne sera pas seulement une tête de réception, mais une tête capable d'émettre aussi dans l'autre direction. Et donc, c'est là qu'on arrive à résoudre tous ces problèmes que j'ai cités et aussi à profiter d'une chose très importante. Dans l'Internet, il y a beaucoup de compagnies, des grosses compagnies comme Apple, Google, Amazon, etc., sont en train de dépenser des milliards de dollars pour développer des applications, pour faire des systèmes qui marchent sur IP. Nous, on parle la langue, on fait juste une gateway pour faire passer les paquets IP par satellite. Et on réutilise toutes les applications qu'ils sont en train de financer et de développer de leur côté. Donc on se greffe sur la ligne montante de développement du système terrestre. Parce que si on se met en confrontation et on fait seulement, on se garde dans notre monde, on n'y arrivera pas. Dans les années 90, on était les premiers et les seuls. Parce que la télévision était démocratique, il n'y avait pas besoin d'avoir une licence pour transmettre par satellite, il n'y avait pas besoin d'avoir le pouvoir politique de son côté pour avoir la licence pour émettre. Et ça ne coûtait pas cher avec l'arrivée du numérique. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez faire votre chaîne de télé. Nous, on doit être meilleurs, on doit être capable de faire ça, connecté partout, même au milieu de l'Afrique ou au milieu de l'Amazonie. Donc c'est notre défi. Et c'est à partir de là qu'on aura, avec l'antenne sur le toit, la maison connectée, avec tous les différents services qui seront accessibles par là. Je vais m'arrêter parce que sinon, on n'aura pas le temps pour poser des questions. Et j'attends vos questions, si je serai capable de répondre. Et merci. Oui, bonjour monsieur Kerjos, je suis un ancien des télécoms. Je vous pose ma question, excusez-moi, c'est la déformation professionnelle, exactement. J'étais parti sur mon idée. Voilà, j'ai 2 questions à vous poser par rapport à votre exposé. La première question concerne déjà, vous nous avez parlé de la durée de vie d'un satellite, oui, etc., de son lancement. Bon, ma première question serait, qu'est-ce qu'il devient après, quoi? Est-ce qu'il y a des cimetières de satellites? Absolument. Donc c'est une question que je voudrais savoir. Et une deuxième question, c'est plus lié à mon ancien métier, c'était sur l'IP que vous avez parlé, oui, notamment sur la voix sur IP, oui, ou la téléphonie sur IP. Oui. Un des problèmes que l'on avait pour développer ce service-là, par satellite, c'est qu'il y avait un temps de transmission qui était relativement long. Je crois que c'était 400 millisecondes. Quand ça allait au-delà de ce temps-là, la qualité de la voix n'était pas bonne. Hein, comme en IP, oui, on sait bien que l'IP n'est pas fait au départ, oui, pour faire de la voix. Absolument.
Donc voilà, comment sont résolus ces problèmes-là la médiation. Alors, la fin de vie des satellites, c'est quelque chose de très important. Donc nous, on y tient beaucoup à ne pas laisser de garbage sur l'orbite géostationnaire parce que ça pourrait gêner nous-mêmes et les autres. Là, donc on garde une dernière partie du carburant qu'on a dans le réservoir, donc on le mesure systématiquement, et quand on sait qu'on est arrivé à la fin de vie en termes de carburant, on utilise la dernière partie pour pousser le satellite vers une orbite de parking, on l'appelle, donc qui est lointaine de l'orbite géostationnaire opérationnelle et dans laquelle il va se trouver. Avec le temps, dans cette orbite de parking, il va lentement, dans les siècles, dans les milléniums dériver, et in fine, aller vers le Soleil. Parce que du fait qu'on le pousse vers l'extérieur, c'est là où la force centrifuge augmente et donc ça peut le tirer après vers l'extérieur. L'important, c'est qu'il ne reste pas au milieu là. Il y a même une loi spatiale française qui nous impose de faire ça pour éviter que tout ça arrive. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la voie sur IP. Évidemment, on a eu des difficultés au début à faire fonctionner ça. On a 250 millisecondes, c'est le temps de latence pour aller à 36 000 km et redescendre. Mais là, on doit remercier les gens qui ont développé toute la partie GSM et similaire dans le temps, parce que aussi sur les réseaux GSM, il y a beaucoup de latence. Donc, ils ont dû faire des efforts importants pour transporter et inventer des systèmes de compensation intelligents pour faire tenir dans les 400 millisecondes ou même 600 millisecondes une voie sur IP qui fonctionne bien. Aujourd'hui, ça marche très bien. Nous, sur notre two-way, sur KSAT, on offre du triple play et les gens appellent sans aucun problème. La chose qui s'est améliorée énormément, évidemment, c'est aussi les codeurs. Et le système de couplage des codeurs, en fait, on fait un tunnel numérique entre le codeur et le décodeur, comme fait Apple avec l'iPhone 5. Vous avez peut-être remarqué que quand deux iPhone 5 s'appellent, la qualité du son est brutalement meilleure. Pour une simple raison qu'il n'y a plus de transformation analogique au long du schéma. Il y a juste un tunnel numérique entre le départ et l'arrivée. Et donc, la qualité est propre. C'est la même chose que nous faisons par satellite. Oui. Sur une de vos présentations, Address New, I suppose. Okay. Dans les axes d'innovation, il y avait un mot qui était Address New. Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième chose, je ne sais pas où est-ce que j'ai les... C'est axe d'innovation. Address New. C'était où? Peut-être ici? Oui. Or emerging markets. Oui, oui. Address New, what? Oui, alors, ça veut dire, aujourd'hui, c'est new markets, c'est essayer d'attaquer les nouveaux marchés, mais c'est important de répondre à cette question. Parce que d'un côté, on essaie d'aider nos clients à avoir le meilleur avec nos services, mais aussi on essaie d'attraire des clients qui autrement ne viendraient pas chez nous. Donc on essaie de parler leur langue, entre guillemets, pour les attraire sur les satellites des gens qui n'ont jamais été sur satellite avant et qui étaient seulement sur des réseaux terrestres. Alors, ma deuxième question, c'était, vous avez parlé sur l'historique. Oui. Vous êtes dans l'innovation. Quels est, dans les 3 années futures, les produits sur lesquels vous allez vous développer? Autrement dit, quelle est votre stratégie produit ou service? Alors, un produit, je vous ai parlé de ça, c'est donc le Smart LMB. On vient de lancer à l'IBC, donc ça, c'est assez clair. Un autre produit, disons, un autre domaine dans lequel on se développe beaucoup, c'est le domaine de la mobilité. Comme j'ai dit, dans le domaine aéronautique, dans le domaine des bateaux, dans le domaine de la mobilité en général, le satellite est capable d'offrir des services de façon unique parce qu'il y a l'avantage broadcast et en plus il y a l'avantage que vous pouvez vous déplacer sans problème. Alors, il y a 2 dimensions dans lesquelles on va se développer. C'est le anytime, anywhere. Donc c'est à n'importe quel moment et n'importe où vous vous trouviez, parce que les clients aujourd'hui demandent d'être capables d'accéder à tout contenu à n'importe quel moment et n'importe où ils se trouvent. On passe la télévision linéaire, vous êtes assis dans le canapé, vous regardez 2 heures de film, basta. À la télévision non linéaire, vous arrivez à la maison, je veux voir ça. Et ça, c'est, disons, l'évolution importante. Ça, c'est un axe de développement qui est important et on le fera autant par satellite seulement et aussi en faisant de l'hybridation entre satellites et des réseaux terrestres. Donc la mobilité,
le non-linéaire et la télévision connectée. C'est les 3 axes sur lesquels nous travaillons au niveau service. Il y a un axe transversal qui est l'innovation au niveau des satellites. Sur les satellites, j'ai parlé de propulsion électrique, c'est très important. J'ai pas parlé de flexibilité de la charge utile à bord, la possibilité de réallouer la capacité dans une zone à une autre, la puissance, etc. Et, in fine, je vous ai parlé de satellites artisanaux. On essaie de travailler un concept de ce que nous appelons ENISAT, un satellite Lego, appelons-le comme ça, qui demain pourrait être reconstruit à base de morceaux de base et avec des architectures adaptées selon les besoins. Oui. Vous nous avez dit que 70% de votre chiffre d'affaires se fait en broadcast. Oui. Vos clients dans ce cas-là sont les chaînes de télévision, Prime, France Télévisions, Oui. Canal+, Oui. Alors, restant 30% du chiffre d'affaires, c'est l'accès Internet et la connectivité IP en général dans le monde des télécommunications, donc les réseaux point à point, c'est l'Internet par satellite. Nous avons la solution pour fournir l'accès Internet aux 30 millions de foyers qui existent en Europe et qui ne sont pas connectés à un réseau large bande. Grâce à une centrale de communication IP par satellite, on est capable de faire ça et de connecter ça. Donc ça, c'est toute la partie broadband. Et il y a toute une panoplie d'applications possibles, du grand public aux applications professionnelles. Il y a un autre domaine qui est le backhauling. C'est alimenter les réseaux cellulaires terrestres. Quand vous avez une cellule dans une zone qui n'est pas reliable par relais hertzien ou par fibre, on le relie directement par satellite. Par exemple, en Afrique, on a énormément de succès avec ces systèmes-là. De la mobilité, donc c'est tous les services mobiles en général. Et un autre domaine qui est très important, c'est on les appelle institutional services. C'est toutes les applications de sécurité. Là aussi, on a eu un gros succès dans les derniers 10 ans et c'est un domaine dans lequel on s'est développé beaucoup pour une simple raison. Dans le passé, les institutionnels, les militaires investissaient beaucoup de CAPEX propres. Donc, ils payaient des fortunes pour faire des systèmes satellitaires et ainsi de suite. Et ils les utilisaient très peu, parce que c'était seulement au moment des conflits, au moment des exercitations, etc. Aujourd'hui, ils sont devenus plus prudents et ils louent la capacité chez nous comme chez les autres. Donc, c'est un marché en plus qu'on a pu développer. Oui. Oui. Dans votre dernière planche, oui. Merci. Dans votre dernière planche, je vois très bien l'intérêt de ce que vous proposez pour une maison isolée, mais pour une maison qui serait desservie par enfin une maison ou un immeuble en ville desservi par la fibre optique et autres, je vois un petit peu moins bien. Ouais, c'est pour ça que j'ai parlé de solutions hybrides. Là où vous avez déjà le large band disponible, on combine la réception satellitaire avec le large band terrestre pour faire la partie interactive. La partie interactive sur le large band terrestre et l'autre par satellite. L'avantage one-to-many, un à plusieurs, du satellite reste intact même s'il y a la fibre. Aujourd'hui, l'idée de vouloir faire tout par le terrestre, tout par des connexions one-to-one, c'est un peu une folie. Parce que quand vous avez le match de football qui a 2 millions de personnes qui le regardent, même en fibre optique, faire 2 millions de connexions pour le même contenu, c'est économiquement non rentable. Voilà. Merci. Ma deuxième question concerne les possibilités de brouillage par un État terroriste, par exemple. Quelle est votre protection anti-brouillage? Alors, je n'ai pas parlé de ça parce que, comme je vous ai dit, j'aurais besoin de 2 jours pour faire toute la présentation, tous les autres domaines. Alors, nous avons travaillé spécifiquement dans le domaine de l'anti-brouillage. Donc, nous avons conçu un système spécial qui nous permet de ne pas être brouillé. En fait, je vous ai parlé d'antennes balayables à bord. On peut mettre le feeder link, donc l'antenne qui reçoit la contribution par terre pour la rediffuser, qui je peux pointer ailleurs. Imaginez un État dans une zone du Moyen-Orient, sans citer laquelle, qui veut me brouiller. Je prends l'antenne qui écoute le signal qui vient de par terre, je la pointe sur Paris, avec une forte isolation par rapport au Moyen-Orient. J'émets le signal à partir de Paris, et lui, le brouilleur, ne peut rien faire. Parce que je l'isole physiquement. Je prends l'antenne de l'autre côté et c'est à bord que je fais la connexion. Donc lui, pour brouiller, après, il doit aller dans chaque ville, dans chaque
coin de son pays pour brouiller tout le territoire à terre. Il ne peut plus émettre vers le satellite. Il y a une façon plus évoluée encore, c'est avec des faisceaux, pas mécaniques, mais électriquement, disons, de façon électromagnétique, vous pouvez changer la direction du faisceau et l'adapter selon les besoins. Et on travaille sur ça aussi. Et on est capable de détecter avec une forte précision là où il se trouve le système de brouillage. Donc, on peut de façon presque automatique détecter là où il se trouve, déplacer l'antenne et faire circuler le signal par un autre biais, par un autre point d'atterrissage. Merci. Et enfin, une dernière petite question, c'est la limite, où se situe la limite entre les Thales Alenia Space, Astrium et autres, et vous-même, du point de vue, je comprends quand même qu'une bonne partie de l'innovation est faite chez vous, mais une grande partie aussi est faite chez eux, et que vous terminez par un cahier des charges, en fait, l'interface, un cahier des charges. Oui, et ça, c'est notre dialogue journalier. En fait, quand nous avons des idées, parfois, même souvent, on fait des brevets, mais après, on les propose aux constructeurs, on travaille main dans la main parce que nous apprenons d'eux, eux, ils apprennent de nous. Ça, c'est une caractéristique spéciale d'Eutelsat. Chez Eutelsat, il y a une équipe technique de procurement, on l'appelle d'achat de satellites, qui est très technique et très spécialisé. On est probablement le seul gros opérateur de satellites qui a chez lui l'expertise pour construire un satellite tout seul, mais on ne le fait pas. Et ça nous sert pour mieux s'interfacer avec les autres. C'est comme quand vous avez une vigne. Si vous avez une vigne et vous n'êtes pas capable de comprendre comment on traite une vigne et vous embauchez un paysan pour la gérer pour vous, vous serez certain, vous aurez des mauvais résultats. Parce que lui, il va faire à sa tête, il va faire ce qu'il voudra. Et là, c'est la même chose. Pour parler avec le fournisseur, n'importe quel fournisseur il soit, il faut comprendre son métier à fond pour pouvoir le driver dans la bonne direction. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Oui. Est-ce que vous avez des développements communs ou pas avec SES? Alors, nous avons une société commune avec SES dans le monde de la mobilité, avec la bande S, donc on l'a depuis plusieurs années. Et surtout, dans les domaines comme le DVB, etc., on travaille toujours main dans la main parce qu'on défend collectivement l'intérêt du monde du satellite. Donc il y a un organisme européen qui s'appelle l'ESOA, où tous les opérateurs sont ensemble. Il y a les groupes, les projets de recherche dans lesquels on est ensemble. Et en plus, c'est un monde petit, hein, on se connaît tous, donc on essaye de faire la compétition, mais ne pas faire la compétition là où il n'y a pas de sens. Par exemple, quand on doit être compétitif par rapport au réseau terrestre, on essaie de faire le mieux ensemble et pas en se divisant. On est déjà dans une niche, si on se sous-divise, c'est pas bon. S'il vous plaît, quels sont les autres opérateurs et quel est votre poids par rapport Il y a très gros opérateurs dans le monde. Il y a SOS, il y a Intelsat et nous. Ça, c'est les trois plus gros opérateurs dans le monde. Il y en a évidemment dans le monde FSS, ça, des communications. C'est les trois plus gros dans l'absolu, mais il y en a des autres après, comme Inmarsat, qui est spécialisé dans le monde des communications mobiles et du maritime. Il y a l'Oral, il y a des autres opérateurs plus petits, mais disons les trois gros qui ont 60% du marché mondial, c'est nous, Intelsat et SES. Et on est numéro 3. Un nouveau satellite, ça dépend de la taille évidemment, mais vous devez compter un satellite lancé et assuré à un coût compris entre 200 et 400 millions, du plus petit au plus gros. Un lancement et assurance incluse. Non, c'est assuré, on paye une assurance, on paye une prime d'assurance à un pool d'assureurs normalement parce que c'est quand même un montant important. Voilà. Merci mesdames, Merci je beaucoup. vous remercie tous et à la prochaine.